Bonjour les amis, bienvenue dans l'épisode 5 de la revue de la semaine. Aujourd'hui on se retrouve avec Mélissandre encore une fois pour faire un peu la revue de l'actualité et un peu parler des sujets qui ont préoccupé soit sur le terrain soit ailleurs et qu'aujourd'hui on demande d'aborder. Ma première question, c'est à propos de cette publicité, cette image de publicité qu'on voit ressortir chaque année à la même période, à savoir la fête des mères, qui propose de commercialiser un aspirateur miel, et comme par hasard, c'est associé à la fête des mères. Est-ce que c'est quelque chose d'anodin ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent dans la publicité aujourd'hui ? Déjà, ce type de publicité sexiste, en fait, elle répond à une habitude qui a été prise sur le fait d'affecter certains ustensiles ménagers à l'usage des femmes. C'est aussi valable pour les hommes quand on a ce cliché de l'homme devant la télé avec une bière qui regarde un match de foot. On est tous soumis à ces formes de caricature qui tendent à genrer des activités familiales qui sont réservées aux femmes et d'autres qui seraient réservées aux hommes. On a ça dans des pubs qui existaient aux États-Unis dans les années 50. On a eu en France avec par exemple Seb libère la femme. On a toujours été soumis à ça. La question aujourd'hui, c'est que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que le marketing et la publicité, c'est pas anodin. Ça se donne des indications sur les choses qui sont réservées aux femmes, les choses qui sont réservées aux hommes. Or, en réalité, il n'y a rien qui est réservé. C'est juste une habitude culturelle qu'il convient de déconstruire. Déconstruire au sens de Derrida, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'on nous a inculqué, ce à quoi on nous a éduqué pour pouvoir justement faire évoluer les mentalités et faire évoluer la société. Et c'est ça, aujourd'hui, il faut s'y attaquer résolument. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y attaquer avec le Parlement, qui est la question qui me préoccupe ? D'abord, soit on renforce l'arsenal juridique qui existe, notamment, par exemple, aux publicités mensongères, par exemple, la publicité comparative, par rapport à la publicité qui, quelque part, indique le consommateur vers une action qui est détournée de son droit. Mais aujourd'hui, on peut aussi s'interroger sur le fait de mettre une autre autorité indépendante, une association, qui aurait un pouvoir coercitif sur ces questions-là, parce que en réalité, les boîtes s'affranchissent des règles parce qu'il n'y a pas vraiment de sanctions qui vont sur les questions du sexisme. Or, c'est une préoccupation aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui s'insurgent contre ça, et dès lors qu'elles veulent quelque part faire appel à la puissance publique pour l'interdire, en fait, elles s'affrontent à un mur parce que la juridiction, les lois, les règles sont pas assez dures pour empêcher cela d'être mis en œuvre. D'ailleurs, celles qui le font, c'est souvent à titre indicatif, et quand elles disent qu'il ne faut pas le faire, souvent c'est à la fin de la publicité, donc quand l'effet médiatique, l'effet marketing a déjà eu lieu. Donc il va falloir changer ça, parce que au-delà des adultes qui doivent faire ce travail sur eux, il y a aussi les enfants qui se promènent dans la rue et qui trouvent, à qui on explique que c'est normal en fait d'avoir des outils ménagers qui sont réservés aux femmes, mais pas seulement. Je pense aussi aux petits garçons, aux petites filles quand ils vont dans les supermarchés à la rentrée scolaire, à qui on explique avec des publicités que le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons. Vous voyez, tout ça n'est pas anodin. Donc aujourd'hui, les publicités doivent tenir compte du fait qu'on ne peut plus continuer à faire des trucs réservés pour les filles, des trucs réservés pour les garçons, quand ça répond simplement à une vision, j'ai envie de dire, très machiste, voire très traditionnaliste de la fonction de la femme et de l'homme dans une société, et en particulier dans la famille. Récemment, Elisabeth Borne a expliqué qu'une des priorités de son gouvernement allait être l'écologie. Qu'est-ce que t'en penses ? Vous savez, si déjà l'écologie était prioritaire chez Elisabeth Borne ou dans son gouvernement, il ne serait pas épinglé par Greenpeace. D'ailleurs, je vous invite à regarder, on va le mettre par ici sur la vidéo, le rapport de Greenpeace sur l'action du gouvernement d'Emmanuel Macron des 5 dernières années. Bon, globalement, on va plutôt qualifier ça d'inaction climatique plutôt que d'action climatique. Mais concrètement, vous savez, à Paris, dans le 7e arrondissement, c'est-à-dire du côté où il y a les gens qui vont plutôt bien, il y a la Tour Eiffel. Ici, dans le 13e, on a le Sictom. Le Sictom, c'est une grosse tour qui balance de la fumée, parce que pourquoi il brûle les déchets ménagers ? Il brûle les déchets ménagers de tout ce qui n'est pas recyclable ou qui n'est pas valorisable. C'est-à-dire, en gros, ce qui ne peut pas être recyclé ou utilisé. Cette usine-là, qui va être agrandie, en brûlant les déchets ménagers, permet d'assurer le chauffage collectif. C'est-à-dire que c'est parce qu'on brûle les déchets qu'on a du chauffage. Donc, si on va dans l'action climatique, par exemple du zéro déchet, ou alors de réduire l'emballage, ou alors de faire en sorte de changer de mode de consommation et de mode de vie, alors inévitablement, ça va poser un problème parce qu'on ne pourra plus se chauffer parce qu'il n'y aura plus le combustible pour le faire.
Donc on voit bien que s'engager sur une autre voie, une bifurcation écologique, ça sous-entend que les instruments dont on s'est doté non seulement sont désuets, ne sont pas adaptés aux enjeux climatiques, mais surtout on est en train d'agrandir quelque chose qui produit en fait un système économique complètement fou qui nous incite à consommer. On voit bien que c'est le serpent qui se mange la queue et que c'est pas jouable en fait sur le long terme. D'autant plus si on va en plus sur l'aspect environnemental, l'aspect pollution de l'air, c'est là-dessus qu'on m'alerte en fait sur le terrain. Moi quand je vais dans les marchés, dans les porte-à-porte, les gens ils me disent, vous savez on est à Paris, la pollution c'est compliqué, mon gamin il a de l'asthme, etc. Heureusement qu'on ferme les rues maintenant pour aller aux écoles, ce qui permet d'avoir moins de pollution de l'air, notamment pour les petits en poussette parce qu'ils se prennent les pots d'échappement dans plein de visages. Et c'est ça dont me parlent les gens. Et on voit bien qu'il y a des études indépendantes aujourd'hui d'associations qui expliquent que peut-être que le SICTOM serait responsable de l'augmentation du taux de dioxine autour du périphérique. En plus à ça s'ajoute la circulation automobile, etc. En gros, quand vous habitez près du périph', bon courage pour vos poumons, quoi, pour être clair. Donc la question c'est comment est-ce que d'un point de vue écologique on change nos modes de vie, on change la façon dont on produit, et on change aussi la façon dont finalement on vit. Et ça aujourd'hui, on n'est pas en train de s'attaquer résolument. On n'est pas en train de s'attaquer résolument, d'autant plus que, vous avez dans un truc comme le SICTOM, il devrait y avoir une autorité indépendante qui mesure le taux de pollution. Pour être très clair et pour pouvoir s'affronter au problème. Il faut faire ça évidemment ici dans le 13e arrondissement, mais il faut le faire aussi sur tous les points qui, à tort ou à raison, sont supposés provoquer de la pollution et donc des maladies pour les gens. Parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre en se rendant malade. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas la punition. La punition, c'est de continuer à respirer des gaz qui font mal aux poumons. La pollution, c'est de continuer à avoir des gamins qui développent des allergies parce que concrètement, ils sont dans un environnement atmosphérique qui leur fait du mal. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est punitif. Donc, il faut arrêter d'inverser les responsabilités. Il faut arrêter de dire que celles et ceux qui, comme moi ou d'autres, s'attaquent résolument à la question climatique et aux enjeux environnementaux sont des gens qui veulent punir. Non, nous, on veut rendre l'écologie cool. On veut faire en sorte qu'on puisse vivre tranquillement. On veut faire en sorte qu'on puisse manger sans s'empoisonner. On veut faire en sorte qu'à la cantine, les enfants mangent quelque chose de sain dans leur assiette. Vous voyez, tout ça c'est bien, mais ça suppose d'aller sur un autre discours que celui aujourd'hui qui est mis en place par le gouvernement, celui qui a été mis en œuvre les 5 dernières années et qui, encore une fois, comme j'ai dit au début de ta question, a été clairement épinglé par Greenpeace et les associations environnementales. Une autre priorité du gouvernement d'Elisabeth Borne, apparemment, c'est la santé. Sauf qu'aujourd'hui, comment on peut faire pour faciliter l'accès aux soins des citoyens ? Déjà, tout le monde s'est rendu compte quand il y a eu la pandémie, dont la crise Covid n'est pas finie d'ailleurs, que à force de fermer des lits d'hôpitaux et d'aller sur des logiques de rentabilité et de management qui sont mises en œuvre d'ailleurs par des personnes qui ne sont pas des soignants, eh bien le service public de santé français avait collapsé. De cette façon, c'est-à-dire qu'il n'était pas en capacité humaine, matérielle et financière de faire face en fait à sa mission première qui est de soigner des gens et de sauver des vies. On a vu il n'y a pas si longtemps en Seine-Saint-Denis à l'hôpital Ballanger où les urgences ont dû fermer faute de personnel. On sait aujourd'hui, parce que les personnels des hôpitaux de Paris le disent, que souvent c'est les patients eux-mêmes qui informent les médecins qu'il y a quelqu'un qui attend dans le couloir, dans un lit brancard, pour pouvoir être pris en charge parce qu'il n'y a pas de personnel pour faire ce suivi-là. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, la question de la revalorisation des personnels, des salaires, la prise en compte aussi de leur nombre pour éviter les burn-out, de faire en sorte aussi de faire face à celles et ceux qui veulent plus exercer ce métier-là parce que c'est trop difficile, étant donné les deux questions qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire la question des salaires et des effectifs, on voit bien qu'il va falloir repenser ça sérieusement et redonner au service public de santé ses lettres de noblesse. La réalité aujourd'hui, quelle est-elle ? C'est que quand on est malade, la carte vitale ne suffit plus. Il faut aller dans des médecins parfois qui ne sont pas conventionnés secteur 1, où en fait la carte vitale doit être augmentée de la carte bleue parce qu'il y a toujours des dépassements. Il y a aussi le fait que, je prends par exemple la question du dentiste, quelque chose qui est très sensible, où on trouve pas une place chez un dentiste quand on a mal à la dent et qu'il faut attendre super longtemps et à la fin une carie ça devient un arrachement de dents, ou alors quand on doit se faire arracher les dents de sagesse, là c'est super compliqué. Moi j'ai mémoire cette personne que j'ai rencontrée dans un marché qui était avec sa famille et qui m'expliquait qu'il était venu de région pour se faire arracher une dent de sagesse à Paris,
parce que localement, il n'avait pas de rendez-vous avant je sais pas quand. Donc vous voyez, c'est tout ça aujourd'hui qui fait que c'est un problème national, c'est pas juste un problème des centres urbains et c'est pas juste un problème parisien. Donc on est dans cette situation-là où le service public de santé, en fait, fait un tri sélectif entre les malades, soit par rapport à la disponibilité de médecins dans un environnement proche ou relativement proche, ou alors parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner tout simplement. Et ça, c'est pas possible en France. C'est pas ça la République, c'est pas ça l'égalité, c'est pas ça la fraternité. C'est même pas ça la liberté de se soigner. Donc quand on est dans ces ruptures-là, eh ben, il faut profondément repenser le système. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, nationalement, d'avoir des centres de soins de proximité, d'avoir aussi des centres de soins qui permettent d'avoir un panel suffisamment large de spécialités pour arrêter de ne pas se soigner. C'est ça la question qui se pose. Et ça se pose d'autant plus fortement qu'on est notamment par rapport aux femmes dans une précarisation accélérée du soin fait aux femmes. Je pense par exemple à cette mesure délirante où on va offrir des nuits d'hôtel à toutes ces mamans qui vont devenir mamans, parce que en fait il n'y a pas de lit de proximité pour pouvoir accoucher et donc on leur paye les nuits d'hôtel pour pouvoir se rapprocher le temps d'être à terme pour pouvoir aller à l'hôpital. Faut avoir un esprit profondément gestionnaire avec un tableau Excel pour penser ça. Là on est en train de parler de donner la vie. Je pense à ces maternités comme au Lila qui depuis des années les gens luttent pour qu'elles ne ferment pas alors que précisément elles permettent de faire accoucher des enfants et ça a une résonance d'autant plus particulière où la question du droit à l'avortement est en train d'être mise en cause. Vous voyez, ces questions-là sont au cœur de comment est-ce que la destruction du service public de santé pour nos concitoyennes et nos concitoyens a une influence aussi sur le débat sociétal, c'est-à-dire la place qu'a le patient dans le cadre de la République. C'est tout ça qui est en question. Donc à un moment donné, oui, dans le cadre du projet de loi de finances qu'on va certainement voter avec, je l'espère, une majorité de députés de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, eh bien on mettra un projet de loi de finances qui donnera une priorité en fait à la santé. Parce que quelque part, l'accès aux soins, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire, notamment pour celles et ceux qui n'ont rien et qu'aujourd'hui sont les plus éloignés du service de soins de santé publique. Voilà les amis, cet épisode est terminé. On prépare déjà avec les équipes le prochain, notamment par rapport à plein de remontées qu'on a eues sur le terrain dans les marchés et les porte-à-porte, qui aura un effet un peu didactique, non pas professoral, je tiens à vous rassurer, parce que comme chacun le sait, enseigner c'est un métier, mais qui permettra d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, quel est le chemin à emprunter et quels sont aussi les avantages d'avoir 289 députés à minima à l'Assemblée nationale issus de la NUPS pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des gens, de vous, de moi et de toutes celles et ceux qui font la France.